propose qu'on démarre cet après-midi de travail. Bienvenue à tous, bonjour. Merci de vous être connectés pour cette nouvelle journée du centre de référence qui, cette année, a lieu de façon mixte, à la fois en présentiel. Là, je suis installé dans un amphithéâtre qui n'est pas plein, mais il y a des collègues, un certain nombre de collègues qui sont présents en face de moi que vous ne voyez pas, et en partie en distanciel par webinaire. Donc, je voudrais avant tout remercier les organisateurs, les responsables du CMR, Alexandra Benaki et Nicoletta Penaït, les personnes sur le site de Lille qui ont mis en place cette organisation et qui ont permis cette organisation, Sébastien Mur et Céline Rousset, qui est chef de projet. Remercier aussi très vivement Fimato, qui joue un rôle toujours aussi efficace dans l'organisation de ces journées, notamment Audrey Barbet et Aurélie Coussard, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis l'association qui nous suit depuis de longue date, l'association de parents Apédia, que je remercie aussi. Donc, pour des raisons pratiques, ce que je propose pour les questions, c'est que vous les posiez par chat, et Céline, en fait, est en face d'un ordinateur. Elle reçoit les questions et elle le posera à la fin de chaque exposé. Éventuellement, si vous levez la main et qu'on a accès à cette possibilité, vous pouvez aussi poser les questions oralement. Ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà, donc le programme est assez chargé cet après-midi, donc je vous propose de débuter tout de suite la session anténatale avec énormément de choses nouvelles dont va nous parler Alexandra aujourd'hui. Merci Alexandra. Merci Laurent. Donc bonjour à tous. On va commencer par la session prénatale. Donc le premier orateur, c'est Hanan Bouchgoul, qui est PH à Bordeaux et qui va nous parler de lien entre le PH au cordon et le devenir postnatal. Pour introduire le sujet, la hernie de Coupole, donc on le sait, est associée à une morbidité respiratoire à la naissance importante en raison du risque d'hypertension artérielle pulmonaire, mais également du risque d'hypoplasie pulmonaire. La période néonatale immédiate est également à risque augmenté en raison de la stabilisation hémodynamique sur le plan réanimatoire et avec une prise en charge par chirurgie dès que la stabilisation environ à J2 de vie. Donc, l'objectif de ce travail a été d'évaluer la morbidité et la mortalité néonatale des nouveau-nés qui présentaient une hernie de Coupole diaphragmatique isolée en fonction de l'état d'acidose néonatale au moment de la naissance. Donc, pour cela, on a réalisé une étude rétrospective avec un recueil prospectif des données de fœtus porteurs d'une hernie de Coupole diaphragmatique entre janvier 2010 et décembre 2018. Donc, il s'agit des données de 3 centres qui sont Bicêtre, Béclair, Lille et Lyon. Et nous avons inclus les hernies de Coupole diaphragmatique isolées, sans malformation associée, ni d'anomalies génétiques diagnostiquées. Nous avons exclu les fœtus qui avaient une pause de ballonnet intratrachéal pendant la vie in utero ou les fœtus avec mort fœtale et interruption médicale de grossesse. Nous avons défini l'acidose par la valeur du pH au cordon à l'accouchement inférieur ou égal à 7,15 et ou un dosage d'acide lactique au cordon qui était supérieur à 6 millimoles par litre quand nous n'avions pas la valeur du pH à l'accouchement. Et donc, nous avons défini la morbidité néonatale immédiate par soit une ECMO, soit un traitement pour une hypertension artérielle pulmonaire à la sortie et ou un décès survenant avant J28 de vie. Donc, nous avons effectué des comparaisons par des tests simples et nous avons étudié cette association par une modélisation. Donc, 253 patientes ont été incluses avec une hernie de Coupole diaphragmatique isolée et une naissance vivante dans les 3 centres. La survie était en moyenne de 78% à J28 de vie et 75% à 6 mois dans la totalité de l'effectif. Dans le groupe acidose
Par rapport au groupe absence d'acidose, l'âge gestationnel au diagnostic était similaire, ainsi que le côté de la hernie, donc environ 85% de forme gauche, et de façon identique, la proportion de foie hernié dans le thorax était similaire entre les deux groupes. Enfin, le taux de forme sévère était également comparable entre les deux groupes, forme sévère que nous avions définie par un LHR inférieur à 25% pour les formes gauche et inférieur à 45% pour les formes droites. Nous avons donc ensuite comparé les caractéristiques à l'accouchement des deux groupes et avec donc des poids de naissance similaires. Et en revanche, un chiffre qui était intéressant, c'est le taux de voix basse instrumentale qui était plus élevé, donc environ 29% dans le groupe des fœtus nés avec une acidose néonatale versus 9% en l'absence d'acidose. Également, le taux de lactate artériel au cordon qui était significativement plus élevé parmi les nouveau-nés qui avaient eu une acidose à la naissance. En ce qui concerne maintenant la morbidité néonatale, on a retrouvé des paramètres de ventilation qui étaient similaires entre les deux groupes, avec notamment une durée de ventilation qui était similaire. Les autres paramètres ventilatoires étaient comparables et on a retrouvé que le traitement pour une HTAP à la sortie d'hospitalisation était significativement plus important dans le groupe des nouveau-nés qui avaient une acidose néonatale, donc 35% versus 12% avec un P qui était significatif. Concernant la survie à J28 ou à 6 mois, elle était comparable entre les deux groupes. Et enfin, sur les paramètres chirurgicaux, la proportion de nouveau-nés qui avaient une chirurgie et l'âge à la chirurgie des nouveau-nés étaient également comparables entre les deux groupes. Quand on regarde maintenant les paramètres de l'hypertension artérielle pulmonaire dans les tout premiers jours de vie, on s'aperçoit que sur l'administration de NO, on a une tendance à une prescription un peu plus élevée dans le groupe acidose néonatale, avec 45% à J2 versus 35%. L'administration de prostine, quant à elle, on observe également une tendance à une administration plus importante, avec 35% dans le groupe acidose versus 20% dans le groupe absence d'acidose. Et enfin, sur la fraction d'oxygène, on observe des fractions moyennes d'oxygène légèrement plus faibles en l'absence d'acidose. Et enfin, ici, ce graphique qui modélise la relation entre le critère de morbidité sévère, donc qui était défini par un traitement de l'HTAP à la sortie, ou un décès avant J28 ou la nécessité d'une ECMO, et en abscisse la valeur du pH artériel qui est en continu. Et on voit que cette morbidité sévère, elle diminue selon que le pH augmente. Et on a vu une relation ici qui était significative après un ajustement sur les facteurs de gravité. Et enfin, ce graphe qui montre l'évolution des doses de NO administrées, donc en pointillé, les nouveau-nés qui ne présentaient pas d'acidose néonatale et en ligne droite, les nouveau-nés qui présentaient une acidose néonatale. On a l'impression que les doses sont un peu plus élevées dans le groupe des nouveau-nés qui avaient une acidose néonatale. Cependant, ces résultats sont vraiment interprétés avec précaution, premièrement parce qu'il n'y a pas de significatif et on sait qu'il n'y a pas d'effet dose du NO. Donc, pour discuter ces résultats, on sait que les études ex vivo sur des modèles animaux ont montré que l'acidose métabolique était associée à une vasoconstriction pulmonaire.
que quand elle est respiratoire, elle est plutôt pas ou beaucoup moins vasoconstrictrice, et que les lactates, l'acide lactique, a un effet de dépression myocardique qui peut aggraver une hypertension artérielle pulmonaire. De plus, on sait que dans la hernie de coupole diaphragmatique, le ventricule gauche est pathologique, pouvant entraîner une aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, ce qui pourrait expliquer ce lien qu'on retrouve entre la survenue d'une acidose néonatale et peut-être une augmentation de l'HTAP. Donc, c'est la première étude qui a évalué ce lien entre acidose à la naissance et le devenir des nouveau-nés porteurs d'une hernie de coupole diaphragmatique. On a des arguments qui pourraient évoquer cette association entre acidose métabolique et HTAP chez les nouveau-nés porteurs d'une hernie de coupole diaphragmatique. Et une des forces de l'étude, c'est qu'elle est multicentrique. En revanche, elle présente des limites avec le facteur rétrospectif. Il s'agit là seulement de résultats préliminaires. Par ailleurs, il existe des données manquantes au niveau de la base de données, mais on a bon espoir de pouvoir la compléter et Sébastien Mur vous en reparlera avec le recrutement d'un arc dans ce but-là. Et enfin, donc, le manque de puissance qui découle de ces faiblesses méthodologiques. Donc, en conclusion, il existerait probablement, en tout cas, on a suffisamment d'arguments pour le penser, d'éléments en faveur d'une association entre l'acidose métabolique à la naissance et l'HTAP chez les nouveau-nés porteurs de hernie de coupole diaphragmatique, avec un réel risque d'aggravation d'une HTAP en cas d'acidose métabolique néonatale. Les implications de ces conclusions sont essentiellement pour les obstétriciens, de la vigilance de la surveillance du travail, notamment du rythme cardiaque fœtal et des paramètres obstétricaux pendant le travail, avec peut-être une tolérance moindre dans ces cas-là, et l'absence de recours à des examens de deuxième ligne et une tendance à réaliser une césarienne plus rapidement que pour un travail physiologique pour un fœtus lambda. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anan. Ah oui, alors du coup, si les micros sont coupés, non, c'est non. C'est bon. Merci beaucoup, Anan. Peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, examen de deuxième ligne. C'est de réaliser un examen biochimique avec un prélèvement osseal au niveau de la tête du fœtus pendant le travail pour doser le pH et ou le lactate en fonction des pratiques de chaque centre pour évaluer si on peut attendre plus longtemps pendant le travail avant de réaliser une césarienne. Et une aide supplémentaire au rythme cardiaque fœtal pour interpréter, j'aime pas le terme de souffrance fœtale aiguë, mais la tolérance fœtale au travail. Donc, le temps que les questions arrivent, le message, c'est pas qu'on césarise tout le monde, mais que très, très clairement, on tolère moins d'anomalies du rythme dans cette population. Et je pense que c'est un travail assez important qui n'a pas été étudié jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'en discutant avec Sébastien, on s'est dit que, vu l'importance du pH en post-natal, peut-être ça serait intéressant de le regarder en néonatal. Et donc, pas de césarienne pour tout le monde, bien sûr, mais précaution et analyse du rythme avec attention particulière et extraction si besoin. Alors, je crois que tu as souligné le fait qu'il y avait 18% d'extraction instrumentale, mais c'est aussi lié au fait que quand il y a des anomalies du rythme, on fait plus d'extraction instrumentale. Donc, voilà, peut-être accélérer le mouvement quand il y a des anomalies du rythme. Et tu as des questions, Céline ? Pas de questions? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, Laurent. Bravo, Anana, c'est vraiment un travail très, très intéressant qui fait sens parce qu'effectivement, on sait bien que ces enfants sont fragiles, qu'il ne faut pas grand-chose pour les décompenser. Effectivement, quand on démarre dans la vie avec une acidose métabolique qui a des propriétés vasoconstrictrices, on imagine bien que ça puisse retentir sur la circulation pulmonaire et l'avenir de ce bébé.
Donc, il y a vraiment un rationnel qui est solide. Pour convaincre vraiment, je pense qu'il faudrait pouvoir avoir une idée de l'évolution des lactates dans le temps, parce que mon sentiment, c'est que lorsque les lactates sont élevés dans cette population, ils mettent beaucoup de temps pour s'arranger, parce que c'est des bébés qui vont pas bien. Donc, peut-être avoir une cinétique des lactates dans le temps, et peut-être aussi une cinétique de la pathologie respiratoire, c'est-à-dire comment ces enfants ont été ventilés dans les premiers jours. Il n'est pas impossible qu'ils aient dû être ventilés plus fort. De ce fait-là, on n'ait pu agresser leurs poumons et qui explique les résultats sur la morbidité globale. En tout cas, c'est vraiment une piste très, très intéressante, mais peut-être qu'il faudrait un peu consolider les preuves pour vraiment convaincre. Mais bon, personnellement, je suis convaincu. Sébastien, présente-toi, parce que je ne sais pas si tout le monde nous voit, je ne pense pas. Oui, pardon. Sébastien Mur, j'ai participé à l'étude avec Anan. Pour répondre un tout petit peu au début, enfin aux critiques, où il y a plusieurs petites choses. Il y a quelques données manquantes dans la base de données, mais ça, je vous en parlerai après quand je vous la présenterai. Mais ça, c'est quelque chose pour lequel on a, grâce à Fimato, probablement bientôt une solution, puisque, pareil, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais grâce à l'appel à projet Fimato, on va pouvoir financer un arc qui va nous compléter les quelques données manquantes qui vont nous aider à être un peu plus solide que ce qu'on a fait là. Sur le respiratoire, on s'est posé la question, on a commencé à regarder. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de différence notable. On a vraiment l'impression que ça se focalise sur l'HTAP. Alors, ce qu'on comprendrait très très bien dans les premières heures, ce qu'on comprend un peu moins bien à 6 mois, mais là, il y a effectivement de la physio à dérouler avec des points intermédiaires, mais pour l'instant, il nous manque en partie dans la base de données. Mais il y a des choses effectivement qui sont intéressantes, qu'il faut qu'on creuse encore un petit peu plus. Là, on vous montre un peu des résultats en avant-première d'un travail qui est encore un peu en cours, mais qui est à perfectionner. Je pense qu'on peut déjà dire que, comme on avait dit d'ailleurs à une époque, Miguel Cordier le faisait remarquer, pour les transports des gros vaisseaux sans CIV, à l'époque, Jean-Marie Janic avait dit attention, c'est les enfants qui ont l'air de supporter moins bien l'acidose. Je pense que le message est le même. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là assez nombreux, puisqu'en visio, on est déjà plus d'une soixantaine. Alors, je suis extrêmement heureuse de vous présenter ce travail. C'est une étude longue. L'histoire commence en 1994 avec une reprise de travaux d'un Français qui s'appelle Josté Policard par Holly Hedrick, qui s'était dit que peut-être que si on occluait la trachée des fœtus porteurs de hernie de coupole diaphragmatique, on ferait grossir les poumons. L'histoire a véritablement commencé en 1997 quand l'équipe de Yann Deprest et la mienne, exactement au même moment, on a découvert l'idée qu'on pouvait placer un petit ballonnet dans la trachée des fœtus de mouton et surtout le retirer. S'en est suivi un travail de plusieurs équipes dans le monde pour montrer qu'en fait, il fallait retirer le ballon pour que les poumons puissent récupérer un taux de surfactant normal. Premier cas chez l'humain par les Américains à utérus ouvert en 2000. 2001, premier cas de fœtoscopie chez l'homme par Yann Deprest et Kypros Nicolaides. Un premier essai randomisé en 2003 par l'équipe de Harrison avec un clip trachéal. La standardisation de la prise en charge avec l'utilisation du LHR qui date observée sur attendu en 2017 et une première étude rétrospective sur l'occlusion trachéale en 2009 par Yann Deprest et Jacques Jany et enfin l'essai total. Donc vous voyez que pour Yann Deprest et moi, c'est une histoire qui date depuis 1997. Donc, on est vraiment très, très heureux d'avoir terminé cette histoire et de pouvoir vous présenter les résultats. Donc, les résultats, c'est 2 essais randomisés, 14 pays impliqués, donc 80% des cas viennent de 4 équipes, 46 centres en postnatal dans 15 pays. Donc, vous imaginez l'ampleur du travail de l'équipe de Yann Deprest, qui était l'investigateur principal de l'essai. Donc, voilà à quoi ressemblait la database dans laquelle on a inclus tous les patients que je vous remercie infiniment d'avoir envoyés. Le circuit des patients, c'était tous les centres de compétences en France ont vu les patientes avec des hernies. Si elles étaient éligibles, les envoyer vers les phytocenters. On les a évaluées, on les a randomisées 1 sur 1.
Quand elles étaient dans le groupe expectative, elles ont été prises en charge de façon standardisée, puisque avait été mis en place par le groupe Eurofœtus une standardisation qui a été respectée par quasiment tous les centres, donc 46 centres, donc forcément, ça ne peut pas être parfait, mais enfin, disons que au moins tout le monde a respecté les consignes. Et puis, après, en fonction du type de hernie, les patientes étaient randomisées dans l'essai sévère ou dans l'essai modéré. Donc, l'essai sévère, on posait le ballonnet entre 27 et 29 plus 6 semaines d'aménorrhée. Dans les formes modérées, entre 30 et 32 plus 6 semaines d'aménorrhée, et on retirait le ballon entre 34 et 34 plus 6, et les patientes étaient prises en charge selon la même prise en charge que les groupes expectatifs. Donc l'histoire de l'essai modéré commence il y a 11 ans, avec la mise en place de l'essai à Louvain par Yann Deprest. Barcelone est rentré juste après dans l'étude et nous sommes rentrés en 2012 dans l'essai modéré. Ça a pris très longtemps pour avoir toutes les démarches. L'essai forme sévère a commencé il y a 8 ans à Louvain en 2012 et on a inclus le premier cas dans notre centre en 2014. Donc, vous voyez, 11 ans et 8 ans pour compléter les deux études qu'on comprend quand on voit l'ampleur du nombre de cas et de centres investis. Donc, on a inclus dans l'essai Feto 1 modéré, donc un ballonnet entre 30 et 32 semaines, 2 fois 98 patientes, et l'essai s'est terminé en mai 2020. Et dans les formes sévères, on devait inclure 2 fois 58 patientes. Et à la troisième analyse intermédiaire, l'essai a été fermé prématurément parce qu'il a montré, l'étude intermédiaire a montré que le ballonnet fonctionnait et améliorait le pronostic. Et donc, l'essai a été terminé en avril 2020. Donc, les deux essais avaient comme hypothèse de comparer le groupe Feto et expectative et de montrer que la Feto augmentait la survie à la sortie de la réanimation néonatale. Je ne vais pas reprendre tout le plan statistique, si vous voulez, il est sur les papiers, je vais vous donner le code barre pour récupérer les papiers après. C'était 2 essais ouverts, randomisés, multicentriques de supériorité en groupe parallèle. Les études ont été faites en intention de traiter et en pair protocole. Les critères de jugement principal, le premier était le même pour les 2 essais, c'est-à-dire survie à la sortie de la réa, et dans le groupe modéré a été surajouté en deuxième intention, c'est-à-dire qu'après que l'essai ait été accepté, une survie à 6 mois sans oxygène comme co-critère de jugement principal. Donc, dans l'essai forme sévère, alors le sévère c'est en rouge et modéré en bleu. Dans les formes sévères, 167 patientes ont été éligibles, 72 ont décliné, 15 patientes ont été randomisées, 47 fétaux, 48 expectatives. Dans le groupe expectatif, des consentements ont été retirés avec des patientes qui ont choisi de faire l'interruption médicale de grossesse parce qu'elles n'avaient pas le ballonnet. Il y a eu 2 exclusions derrière pour des anomalies à l'échographie et en gros, 39 fétaux ont été analysés en pair protocole et 38 dans le groupe expectative. Pour les formes modérées, 379 patientes éligibles. Alors, dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de formes modérées pour lesquelles les critères étaient plus larges que les formes sévères. 196 patientes ont été randomisées. Et finalement, 88 fétaux ont été analysés en pair protocole et 95 dans le groupe expectative. Les caractéristiques des patientes étaient à peu près les mêmes dans les 2 groupes. Les Américains, hier, parce que l'essai a été présenté à la Fetal Medicine Foundation, nous ont fait remarquer qu'on avait des patientes avec un BMI beaucoup moins important que le leur. L'âge à la randomisation, vous voyez, était à 27 semaines dans le groupe féto sévère et autour de 28 dans le groupe féto modéré. Le LHR était très bas dans l'essai forme sévère, 21, c'est vraiment un LHR très bas, plutôt autour de 30 dans les formes modérées. Et bien sûr, un foie intrathoracique quasiment dans tous les cas de forme sévère, c'est logique. Pas d'hydramnios en départ et des longueurs de col à peu près identiques dans les 2 groupes. Le critère de jugement principal, donc en intention de traiter pour les formes sévères, montre que la survie à la sortie est largement améliorée par la fétoscopie, puisque vous voyez que la survie était seulement de 15% dans le groupe expectative versus 40% dans le groupe avec fétoscopie, donc un odds ratio très positif.
En revanche, pour la survie à 6 mois et la survie sans O2 à 6 mois, pour la survie à 6 mois, on a également un résultat qui est probablement significatif, mais en fait, comme ce n'était pas le critère de jugement principal, il n'y a pas de petit p qui a été donné dans l'étude, et la survie sans oxygène, c'est un petit peu moins évident. Pour les formes modérées, et on va bien sûr discuter de tout ça après, le critère de jugement principal qui était la survie à la sortie, vous voyez qu'on a un risque relatif à 1,27, mais l'intervalle de confiance est à 0,99 et 1,63. Donc, on est obligé de dire, statistiquement parlant, que les résultats ne sont pas significatifs, mais bien sûr, on va reparler de ce que ça représente en clinique, d'avoir quand même une différence de 13% de survie entre le groupe expectatif et le groupe fœto. Et quand on regarde la survie à 6 mois et la survie sans oxygène, on retrouve le même quasi-significativité, mais ce n'est pas significatif. Pour les critères de jugement secondaire, donc dans le groupe sévère, vous voyez que le problème principal, c'est la rupture prématurée des membranes, avec dans le groupe expectative 11% des patientes qui ont rompu les membranes avant 37 semaines. Donc ça, on sait que pour les bébés avec les hernies, en raison surtout de l'hydramnios, on a un peu plus de rupture. Mais vous voyez 48% dans le groupe avec fœtoscopie. Et ce qui a pour corollaire immédiat un âge gestationnel à l'accouchement inférieur à 37 semaines, qui est de 29% dans le groupe expectative versus 75% dans le groupe fœto. Pour ce qui est des outcomes, le poids de naissance, évidemment, forcément, est plus bas, puisque les enfants naissent plus tôt, et pas de différence pour la réparation chirurgicale, le patch, le temps à la chirurgie, et un peu moins d'ECMO dans le groupe fœto, mais les chiffres sont petits. Pour les critères de jugement secondaire pour les formes modérées, également un taux d'accouchement prématuré et de rupture prématurée des membranes beaucoup plus important dans le groupe fœto, avec, vous voyez, 64% des patientes qui vont accoucher avant 37 semaines versus 22%. Donc, clairement, l'accouchement prématuré lié à la technique fœtoscopique est un problème. Pour le devenir néonatal, je ne vais pas passer en revue chaque ligne de ce tableau. L'idée est que de toute façon, l'étude n'a pas été faite pour évaluer ces critères. Elle n'a pas assez de puissance, mais on voit globalement, on n'a pas l'impression qu'il y a une tendance d'un côté ou l'autre à moins ou plus de morbidité en fonction de l'utilisation de la fœtoscopie, que ça soit dans le groupe sévère ou dans le groupe modéré, mais cette étude, malheureusement, ne va pas pouvoir permettre de répondre à cette question. Il aurait fallu beaucoup plus de cas, puisque chaque item, enfin en tout cas certains, sont très faibles, comme la leucomélacie périventriculaire. On peut juste remarquer qu'il y a plus de reflux dans le groupe fœto, qui est quelque chose que Anne-Gaëlle Cordier avait déjà montré quand elle avait regardé la corrélation entre le stade d'ascension de l'estomac et la morbidité gastro-intestinale à 2 ans. Et c'est assez logique parce qu'on va faire survivre donc des enfants qui ont des formes assez sévères, en particulier dans le groupe sévère, avec des estomacs qui sont très ascensionnés dans le thorax. Donc ça va être des choses qu'il va absolument falloir démontrer dans les années qui viennent. Pour la sécurité, parce que bien sûr, c'est des données qui intéressent tout le monde, moi je dirais qu'on a eu relativement peu de problèmes quand on voit la lourdeur de cette technique. Il y a eu une patiente qui a saigné à l'insertion du trocar et le bébé a dû être sorti en urgence. Il n'y a pas eu de mort in utero dans les 24 heures après la fœtoscopie. Il y a eu 3 problèmes de retrait au ballonnet qu'on va détailler. Il y a eu une mort in utero dans le groupe fœto. Il se trouve que c'est une patiente de chez nous. Il a été retrouvé mort in utero à 37 semaines, donc très à distance du retrait du ballon. Il y a eu un HRP, mais vous voyez, dans les groupes fœtaux et dans le groupe expectative. Et il y a eu 3 cas de trachéomalacie, mais le problème de la trachéomalacie, c'est qu'on peut le voir également chez des enfants qui ont des reflux importants, donc avant d'impliquer le ballonnet, et c'est des trachéomalacies qui sont très peu parlantes cliniquement. Et vous voyez qu'il y a eu un cas de chorioamniotite, enfin 3 cas, mais dont 2 dans les groupes expectatifs. Donc on ne peut pas accuser la fœtoscopie. Il y a eu un échec d'insertion. Ce n'était pas un souci de matériel, c'était un souci de position fœtale et c'était très tôt dans le début de l'essai. Le ballonnet s'est dégonflé spontanément dans 6% des cas, et ça, c'est un peu ce qu'on avait dans les études préliminaires.
Et le principal problème, c'est les décès des enfants à la naissance par accident de retrait. Donc, il y a eu un échec d'ablation avec une équipe qui a cru qu'ils avaient retiré le ballonnet, mais en fait, le ballonnet était toujours présent. Une patiente qui n'avait pas compris et qui s'est rendue dans un centre en ayant rompu la poche des os à 32 semaines où son bébé n'a pas pu être pris en charge. Et une ablation qui a été un peu longue dans un centre. Et le décès du fœtus a été attribué, mais c'était une forme très sévère. Donc, vous voyez que le retrait du ballonnet a été fait dans 38% des cas en urgence. Donc, ça demande quand même une organisation extrêmement complexe pour les équipes et a été retiré par 59% en fétoscopie, 12% en ponction intra-utérine et 20% en postnatal. De façon assez intéressante, parce que assez inattendue, enfin moi je trouve, en 2000, dans les années dans lesquelles l'étude a été faite, il y a eu des anomalies génétiques qui, comme vous le voyez sur le tableau, ont été vues en postnatal. Alors quand on parle de mutation de la filamine, par exemple, ben c'est sûr que spontanément, on ne va pas le voir en prénatal. L'IRM était normal en prénatal, les troubles neurologiques sont apparus tardivement. Et 2 cas de tétrasomie 12p, et ça on le sait, hein, on sait que c'est toujours l'anomalie dont il faut se méfier, et puis un tas d'autres anomalies comme Simpson, Golabi, Bemel qui a été vu en postnatal également. Je vous rappelle 15 pays différents, 46 centres, voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et peut-être petit exome en prénatal pour les fœtus avec hernie dans l'avenir proche, ça serait bien. Donc pour conclure, et c'est beaucoup d'émotions quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du parcours, moi je suis contente d'être là. Pour les formes sévères, je crois qu'on peut dire que Feto fait maintenant partie du standard of care pour les enfants porteurs de hernie de forme sévère. La fétoscopie est associée à une augmentation significative de la survie à la sortie de réa et à 6 mois, mais la fétoscopie est associée à une augmentation de la prématurité, qui est un vrai problème. Hanan Bouchgoul a montré récemment que, et on le savait, on s'en doutait, hein, mais il fallait le démontrer, que les enfants qui naissent prématurément ont moins de choses que les autres, hein, surtout quand ils ont une hernie associée. En revanche, dans les formes modérées, il n'y a pas de différence significative en termes de survie à la sortie de réa à 6 mois. Les patientes accouchent prématurément, mais on pose tous la question, alors on est un peu biaisé hein, forcément, mais de la pertinence clinique d'une augmentation de 13% de survie à la naissance. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents qui aimeraient que leur bébé ait 13% de chance de survie de plus. Il y a un très très bon article, je suis désolée, la référence a sauté, dans JAMA, qui interroge sur la significativité des essais randomisés et qui propose quand même que dans certains cas, on puisse réfléchir en termes de pertinence clinique. Et une étude est en train de se terminer où on a groupé toutes les données des 2 essais pour essayer de définir un seuil à partir duquel il nous semblerait raisonnable de proposer la féto à tous les couples, parce qu'on comprend bien que si on a démontré qu'à 25%, on a 30% d'augmentation, 25% d'augmentation de survie, à 26, 27 ou 28%, ça va être compliqué d'expliquer aux parents qu'on ne peut pas offrir la fétoscopie. Donc, le design de l'étude au départ, pour des raisons principalement éthiques, a été fait en 2 parties, d'abord les modérés, puis les sévères, parce qu'au début, le comité éthique belge avait refusé qu'il y ait un essai randomisé dans les formes sévères, considérant qu'il y avait assez de données dans la littérature pour ne faire l'essai que pour les formes modérées. Et puis, on est tous revenus en arrière, considérant qu'il n'y avait pas assez de données. Mais donc, je pense que vraiment, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce que ça donne quand on met toutes les données ensemble pour pouvoir définir un seuil. Comme ça, en avant-première, je pense que ça va être autour de 35%. Alors moi, je voudrais dire un énorme merci à tous les centres qui ont rendu cette étude possible côté français. On est deuxième centre dans le monde hein, en termes de patients randomisés, et on est très devant les 2 autres après. Donc tout ça, c'est grâce à vous et tous les centres ici. J'espère que je n'ai oublié personne qui ont participé. Je remercie les obstétriciens, les réanimateurs, les chirurgiens pédiatres. Et vous dire que on vous a tous beaucoup sollicité pour récupérer vos copyright statements, mais c'est parce que vos noms, 1 par équipe, 3 par équipe, en fait, vont être dans le New England. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais le New England demande 1 mois pour entrer les noms de tout le monde. Donc, après, quand vous taperez sur PubMed, votre nom apparaîtra, mais ce n'est pas le cas là. Yann a reçu à peu près 200 mails de gens qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas leur nom. Ça vient, on vous le promet. Alors, les projets,
Il va falloir informer les couples des résultats, c'est dans le protocole d'origine. Donc pour ça, je pense quand même ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a un document à envoyer aux couples pour les informer que les essais sont terminés. Il faut que les couples nous recontactent, qu'ils nous donnent l'autorisation d'être contactés. Il faut mettre ça sur la base de données et à partir de là, envoyer un courrier. Je propose de le faire puisque par définition, j'ai vu les 69 patientes que la France a inclus. Mais si certains réanimateurs ont envie de le faire, bien évidemment, vous me contactez, il n'y a pas de problème, il faudra juste que vous me teniez au courant pour mettre tout dans la base de données. Et c'est Jacques Jany et Mieke Cani qui vont s'en occuper, on a récupéré tous les IRM, tous les LHR, et totalement en externe, ils vont valider ce qui a été mesuré pour voir si les mesures sont reproductibles, parce que 46 centres, on sait très bien que potentiellement il va y avoir des erreurs, mais on veut voir à quel point il y a eu des erreurs et si c'est un retentissement important. Certains d'entre vous, quand on vous a demandé tous les datas, ont coché une case disant qu'ils étaient d'accord pour nous donner les données à long terme pour ces enfants. Donc, on est en attente d'un financement pour pouvoir faire ça. Et puis, à partir de septembre, on commence, Nicolas Sananès, Anne-Gaëlle Cordier et moi, le protocole SmartThéo pour pouvoir utiliser le bâtonnet inventé par Nicolas Sananès. Et l'équipe de Yann Deprest commencera en octobre, juste derrière. Il n'y aura pas de randomisation et les patientes seront exactement les mêmes, avec les mêmes critères que pour les 2 essais Total Trial. Et donc, vous avez compris, l'idée, c'est que le ballonnet de Nicolas est génial parce qu'on n'a pas besoin de le retirer. Il suffit que les patients tournent autour d'une IRM pour que le ballonnet se dégonfle. Et l'idée, c'est de tester ce ballonnet sur suffisamment de patientes pour pouvoir montrer qu'il y a moins d'accouchements prématurés, moins de rupture de la poche des os avec ce ballonnet et théoriquement améliorer encore la survie de ces enfants, puisque je vous ai bien montré que l'accouchement prématuré était un problème. Je pense que si Nicolas, qui doit être en ligne, avait rêvé d'un plus beau tapis rouge pour son étude, je pense que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que ça montre que ça fonctionne et que le problème, c'est l'accouchement prématuré. Alors attention, certaines patientes accouchent avant qu'on ait pu retirer le ballon, mais je pense aussi, et ça c'est un petit message pour tous les centres qui vont suivre ces patientes, l'excès de liquide induit soit par la hernie, soit par l'occlusion qui fait grossir les poumons, est, à mon avis, le facteur principal d'accouchement prématuré. Il faut que ces patientes soient suivies toutes les semaines. Voilà. Donc, si vous voulez nous adresser vos patientes pour l'essai SmartThéo, surtout n'hésitez pas. En France, on va inclure 20 patientes. Au rythme auquel vont les poses de ballonnet en ce moment, je pense qu'en moins de 6 mois, ça devrait être réglé si tout le monde continue à nous adresser les patientes. Et encore, merci infiniment pour votre confiance. Et donc, si on peut encore améliorer la prise en charge de ces enfants avec ce ballonnet, on aura vraiment l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir amélioré la prise en charge de ces enfants. Et donc, si vous voulez récupérer les articles, vous pouvez scanner le QR code et je vous remercie. Et il y a des questions ? Alors, beaucoup de bravo pour féliciter tout le monde. Et puis, effectivement, j'ai une question de poser par rapport à l'étude. Est-ce que toutes les formes gauche et droite étaient impliquées ? Alors, l'étude ne concernait que les formes gauche. On le répète beaucoup maintenant depuis quelques années, il ne faut pas mettre dans la même étude clinique les gauches et les droites parce que la physiopathologie est sûrement un tout petit peu différente et les formes droites sont beaucoup moins fréquentes. Donc, on ne pourra jamais faire un essai randomisé sur les formes droites. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dans un papier dans Ultrasound l'année dernière poolé nos datas, les mêmes 4 premiers, là, donc Gratakos, Nicolaides, Deprest et moi, on a poolé nos datas et on a montré qu'on pouvait proposer le ballonnet dans les hernies droites quand le LHR est inférieur à 50%. Et on ne fera pas mieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'essais randomisés dans les formes droites. Et puis, en plus, avec ce qu'on vient de sortir sur les formes sévères, je pense que éthiquement, ça ne fonctionnerait pas puisque voilà, même si certains, et même nous récemment dans le centre de référence avec le papier de l'équipe de Nicolas Sananès, on a dit que les droites n'étaient pas forcément plus graves que les gauches.
Bon, je pense qu'en plus, l'évaluation pronostique est quand même un petit peu plus compliquée pour les droites, donc il n'y aura pas d'essai randomisé pour les droites, mais LHR inférieur à 50%, on peut proposer le ballonnet. Alors, hier, le papier a été présenté donc, à la Fetal Medicine Foundation de Kypros Nicolaides, et les Américains, forcément, ont râlé. Et donc, certains ont dit, nous, on a 70% de survie dans votre groupe expectative des formes sévères, donc on n'a pas besoin de votre féto. Et puis quand même derrière, il y a l'équipe de Philadelphie qui a dit oui, mais on a quand même commencé, comme ça on passe à 90% de survie. Moi, j'aimerais bien voir leur LHR, hein, parce que 21% de LHR en médian, 70% de survie. Après, il faut regarder la morbidité également de ces enfants, hein. Donc je crois que peut-être, effectivement, ils sont peut-être très forts, mais quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la féto dans les formes sévères, bon, voilà, je pense que… Mais c'était la principale remarque des Américains hier, après avoir félicité Yann Deprest, c'était de dire qu'eux, ils n'avaient pas ce problème. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai partout. Et il y avait plus de 100 pays représentés hier. Je pense que ce n'était pas la même chose dans les 100 pays. C'est bon ? Est-ce que l'excès de naissance prématurée est plutôt lié à la mise en place du ballon ou lié au retrait du ballon ? Et je pose la question pour savoir si, avec le nouvel essai que vous lancez, on va avoir une réduction du risque de prématurité. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un certain nombre de patients qui accouchaient avant 34 semaines. Donc, c'est un peu moins que quand tu prends tout confondu. Je pense qu'il y a une partie des accouchements prématurés qui est liée au fait que les patientes ont une amyosynthèse, une pause et un retrait. Donc, ça, c'est ceux qui iront après. Une autre partie, c'est en lien avec l'excès de liquide, lié à la pose du ballon ou à la hernie. Donc ça, elles peuvent rompre aussi avant le retrait. Et celles-là, malheureusement, sauf si on les monitore très très bien, et ça va jouer aussi, on ne va pas pouvoir éviter la rupture. Et puis, vous avez vu que dans le groupe expectatif, il y a aussi un certain nombre de patientes qui ont accouché prématurément. De par l'existence d'une pathologie, ça on sait que de toute façon générale, il y a plus d'accouchements prématurés quand il y a une malformation. Et puis, il y a des cas avec un hydramyose très important. Là, l'équipe de Lyon nous a confié une patiente la semaine dernière. Avant de poser le ballonnet, on avait déjà drainé 1 litre. Et on en a redrainé 500 derrière. Donc là, très clairement, ces patientes-là ont beaucoup plus de risques d'accoucher prématurément. Mais c'est 48%, je ne sais plus moi-même, des patientes qui accouchent prématurément. Si déjà on passe à 20%, ce qui est le groupe témoin, j'ai bien insisté, on est déjà à 12% dans le groupe témoin d'accouchement spontané. Mais donc si on fait très très attention à l'excès de liquide, et quand le col commence à se raccourcir, il faut drainer. C'est-à-dire que quand on passe d'un col à 35 à 25, on se dit ah, c'est bon, mais en fait l'expérience, et ça il faut qu'on le démontre, montre que quand le col commence à raccourcir, il faut drainer parce que derrière, les patientes commencent à contracter un peu plus et quand elles arrivent, elles ont déjà rompu. Alexandra, c'est Nicolas Sananès. Est-ce que je peux dire un mot ? Oui, on t'entend. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation et puis pour bravo pour tout ce travail-là. Moi, je voulais juste dire un mot par rapport à la question de Laurent. C'est vrai que l'intérêt potentiel du ballonnet qui se retire par simple passage devant l'IRM, c'est de limiter une intervention et donc aussi une certaine morbidité, notamment sur la prématurité. Mais il y a aussi un intérêt qui est de favoriser la diffusion potentielle de la technique, puisque ça permettrait que les patientes, quand elles sont pluguées avec ce ballon-là, puissent rester dans leur région d'origine sans rester pendant toute la durée de l'occlusion près de Paris, en l'occurrence, qui pose le ballonnet au cas où il faut le retirer en urgence. Et là, dans la série, là, c'est donc 38% des situations, je crois. Même si pour l'étude qu'on va commencer, comme on prend toutes les précautions, les patientes à qui on posera ce ballonnet-là, comme pour le ballonnet BALT, resteront autour de Paris. Et puis, l'autre point non négligeable non plus, c'est les surrénales des obstétriciens, réanimateurs et ORL qui sont d'astreinte pour certains 24-24 depuis 8 ans et qui te remercient infiniment, Nicolas, d'avoir eu cette idée de génie parce que là, ça va quand même beaucoup changer nos vies, en tout cas ceux qui sont impliqués dans cette prise en charge. Alors hier, il y a eu une discussion très intéressante, parce que comme il y avait des gens de plus de 100 pays différents, sur justement l'inquiétude, alors on n'avait pas encore parlé du ballonnet de Nicolas, hein, mais sur l'inquiétude de la généralisation de cette technique, hein, qui quand même, en l'absence de ballonnets qui part tout seul, génère quand même des décès
par la présence du ballonnet et une mise en garde très importante en disant surtout vous lancez pas comme ça parce que l'organisation est extrêmement compliquée et voilà, on voit déjà certaines équipes se préparer. Bon, accessoirement, c'est pas un geste facile. Voilà, donc moi aussi je mets en garde certains, si vous voulez vous lancer comme ça, on va attendre le ballonnet de Nicolas, hein. Voilà, je pense. Parfait, dans le timing. Question de détails sur les diapos. Dans la définition des formes intermédiaires, il y a LHR 35-45% et fois down. C'est fois up que tu me suis trompé. Je me suis posé la question. Absolument, tu as raison. Parce qu'en fait, j'ai essayé de le mettre en français et ça dépassait de mon cadre. Donc, j'ai traduit en anglais, j'ai fait copier-coller. Merci Laurent. Rien ne t'échappe. Donc, absolument, c'est bien évidemment dans forme modérée. Il faut lire LHR 35, 44,9 fois up et pas fois down, bien sûr. C'est une erreur de copier-coller. Merci Alexandra.